An uncontrollable force of nature, blizzards affect mankind every winter across every continent. Combining ice-cold temperatures, snow and extreme wind, this mother of all storms is a living hell that has the power to paralyze entire countries. Vous ne voulez pas nécessairement être à l'extérieur et vous faire balayer par cette neige et ces vents et très souvent des températures très froides. During a blizzard, visibility is significantly reduced, disorientating us. An unpredictable amount of snow falls and accumulates, causing chaos on the roads. Au final, il n'y a pas besoin d'un gros épisode pour que sur les routes, ça soit accidentogène. These destructive phenomena occur when a warm mass of air runs into a cold mass of air during extremely cold weather conditions. Vous réunissez une tempête de vent avec une tempête de neige, et là, vous avez le froid aussi qui s'en mêle. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour donner cette super tempête. In North America, huge snowstorms frequently form above the Great Lakes and reach colossal sizes. Ce ne sont pas des choses à l'échelle, par exemple, d'un orage, qu'on parle de quelques kilomètres, on parle plutôt de centaines, voire de milliers de kilomètres. When this monstrosity reaches lowlands in winter, increasingly high winds continue to fuel the blizzard, which blows away everything that stands in its way. Eleanor in 2018, Snowzilla or even Stella in 2017 are just a few examples of the super blizzards that have hit Europe and North America in recent years. But despite being difficult to forecast, scientists are taking action. On va créer artificiellement des obstacles pour que la neige se dépose avant la route. Et donc si elle se dépose là, elle n'ira plus là. By measuring the wind intensity and the structure of snowflakes, scientists are trying to understand this phenomenon in order to better protect the general public. But despite increasingly accurate forecasts, blizzards continue to kill people all over the world every year. So how can we predict the power of this snow-white menace? Why do cities such as New York or Montreal become paralyzed for several days because of a blizzard? What solutions have been put in place to prevent the worst-case scenario? And why are we so afraid of this force of nature? Blizzards, a completely uncontrollable force of nature, blowing away anything that stands in its way. Combining extreme winds with freezing temperatures, this super snowstorm is an icy force to be reckoned with, an inescapable killer that reigns supreme over certain parts of the world. Blizzards primarily affect the colder regions of each continent, especially across the Great Plains, where winds can quickly turn into gales. La notion de blizzard est intimement liée aux grandes plaines enneigées. Donc on pense au Canada, on pense également aux USA et on pense à la Russie. Et donc on se retrouve avec ces configurations de plaines avec pas forcément beaucoup de neige et des vents importants. Et c'est pas parce qu'on n'a pas 3 mètres de neige que la tempête ne sera pas violente. Blizzards occur frequently in regions near the North and South Poles, which reach extremely low temperatures. Due to their proximity to the Arctic, Canada and the USA are the most susceptible areas, as well as Siberia. But today, blizzards can strike even the world's mildest climates. The nature of this phenomenon is so complicated and sudden that even scientists have trouble describing it and measuring its power. Si on parle en termes météorologiques, on pourrait pratiquement dire que le blizzard, ça ne se mesure pas, ça n'existe pas en soi. So what exactly is a blizzard? To differentiate between a storm and a blizzard and better prepare the public for the risks involved, Canada has introduced a list of specific factors with the minimum criteria. If these are exceeded, then we are in the presence of a blizzard. These defining criteria form what we call the Rule of Four.
According to this rule, we're dealing with a blizzard when visibility is reduced to less than 400 meters, when the phenomenon lasts at least 4 hours, and when the wind, the real driving force of a blizzard, blows at more than 40 kilometers per hour. The origin of a blizzard involves an explosive fusion of two powerful and well-known elements, snow and wind. Le blizzard, c'est une tempête de neige. On peut le définir simplement comme ça. Donc, vous avez de la neige et vous avez surtout du vent, parce que derrière le mot blizzard est caché le mot vent. This winter storm causes severe damage in both the plains and in towns. In North America, the wind from major blizzards exceeds 150 kilometers an hour, a real menace. Les vents, ces vents-là, quand ils ont une certaine force, dans différentes conditions, vont soulever la neige, vont balayer la neige qui tombe, réduisant la visibilité. Like the engine of an infernal machine, the blizzard needs two essential fuels to start up: violent wind and heavy snowfall. Together, these two factors dramatically reduce visibility and can paralyze major cities such as New York or Montreal for several days. In these extreme weather conditions, people are left helpless, blocked by the relentless swirling mass of snow. La neige, elle peut simplement être reprise au niveau du sol, comme on parle d'une tempête de sable. Donc ce sont des mécanismes qui sont vraiment similaires et on va avoir l'effet du vent qui va singulièrement nous compliquer la situation. Wind plays a major role during a blizzard. Because of its extraordinary speed, the wind blows away snow as it falls and lifts the snowflakes already set on the ground to such a degree that it creates a sudden and unforeseeable build-up of snow, a real challenge for drivers. Un des problèmes essentiels liés au transport de neige par le vent, c'est l'accumulation. L'accumulation de neige dans un endroit où on voudrait qu'il n'y ait pas de neige. La neige est arrachée là où le vent est le plus fort, là où il souffle en rafale au moment des rafales, et puis la neige se redépose là où le vent ralentit, où il est plus faible. This redistribution of snow by the wind is extremely destructive and can result in devastating consequences, both in the lowlands and in the mountains. Ça va augmenter les quantités de neige dans les zones de départ d'avalanche. Ça peut être aussi de la neige qui va se déposer sur des axes routiers. Et puis ça peut être aussi de venir se déposer autour des bâtiments et obliger un déneigement intense pour accéder aux bâtiments. But the sudden formation of snowdrift isn't the only danger for those caught in the clutches of a blizzard. The wind quickly starts to blow away the blanket of snow, disorientating the people. Due to the wind's strength, snow from a blizzard is transported across long distances, which sometimes reduces visibility to several meters. When this opaque blanket of snow falls, you find yourself in a whiteout, shaken around inside like a giant washing machine. Un blizzard, ça peut s'apparenter un petit peu à ce qu'on retrouve dans des brouillards très, très denses. Par contre, dans un blizzard, à la différence d'un brouillard, vous ne voulez pas nécessairement être à l'extérieur et vous faire balayer par cette neige et ces vents et très souvent des températures très froides. Donc, ce n'est vraiment pas des conditions pour être à l'extérieur. The areas affected by a blizzard become death traps. Être dans des conditions de blizzard, c'est un peu comme si on vous avait mis dans une pièce où on ne voit pas à 2 mètres, on voit à peine ses pieds, et on vous fait tourner les yeux bandés pendant 4-5 tours, et on vous dit bah, maintenant réorientez-vous. Tossed around in the middle of the blowing snow, people lose their sense of balance and coordination and are often swept away by the very strong winds. With freezing temperatures able to drop down to minus 50 degrees centigrade, as well as heavy snowfall, the blizzard is a real white hell. D'abord, il y a la neige qui vous tombe dessus avec intensité à un rythme de 3 à 5 cm à l'heure. Et en plus, les vents se chargent de reprendre cette neige au sol et de la projeter en l'air. Donc, vous vivez une double tempête dans le même moment. Donc là, la visibilité va se retrouver sérieusement compromise. Et le problème, c'est que ça dure pendant des heures. Donc là, vous vous retrouvez dans un voile blanc, complètement entouré de neige. Vous n'y voyez rien et il n'y a pas moyen de s'en sortir. Puis d'autant plus que ces phénomènes-là sont souvent jumelés avec du temps très froid. Donc, ça augmente le côté périlleux. A force of nature that blows away everything that stands in its way, even weather reporters who are surprised by the way the wind roars. The other thing that's new for me, too, is
The sound of the wind, it's called the roar. It's a roar and it's a scream, and it's something you've just never heard if you haven't heard winds over 140 kilometers per hour. Yeah, this is definitely what we call the hurricane roar, and that's what I'm always looking for. And it's almost subsonic. Have you ever been to a concert? Whoa. But how do these strong winds form? C'est le déplacement de l'air qui va se déplacer des anticyclones vers les dépressions. Et va s'ajouter à ça un élément qui est dû à la rotation de la Terre qui va faire que le vent va avoir tendance à tourner autour des dépressions, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans l'hémisphère nord. The larger the depressions, the more powerful the winds. And wind speed increases when there are no obstacles in its way. So the Great Plains of Canada, which are both near the Arctic and also where winds can strengthen for miles, form the ideal conditions for the formation of a blizzard, a phenomenon that scientists have sorted into various categories. On peut regrouper les blizzards sous 3 différents types. Donc, il y a un type vraiment où on a un blizzard sans chute de neige. Donc, c'est un blizzard qu'on connaît plus souvent dans les grandes prairies canadiennes, quand on a eu des précipitations tout de même dans les derniers jours. Il faut que la neige soit relativement fraîche ou que la neige soit très sèche, donc il n'y a pas vraiment de compaction et qu'elle reste disponible pour les vents, vraiment pour qu'elle soit soulevée et qu'elle réduise la visibilité. Prairie blizzards are caused by the movement of masses of cold air from the Arctic. They pass through the Rocky Mountains of Alberta and progress towards the center and east of North America. It's a common phenomenon that happens every winter and is accompanied by bitterly cold temperatures. Vous avez là un blizzard, souvent avec des températures de moins 20, moins 30, moins 35 degrés, qui peut perdurer sur 1, voire même 2 jours. Un deuxième type de blizzard qu'on pourrait identifier qui est plutôt dû à ce qu'on appelle l'effet de lac. The Great Lakes of the US are often referred to as inland seas. With a total surface area of 245,000 square kilometers, more than 3 times the size of the Channel. Vast and deep, these lakes preserve their heat during the summer and retain a temperature between 5 and 10 degrees Celsius up until early winter. The current of air which flows from the Arctic towards the southeast of the country is at minus 15 degrees. This difference in temperature generates a phenomenon known as free convection. Coming into contact with cold air, the evaporated water will transform into snowflakes and form huge bands of snow that can extend across thousands of kilometers. Ça peut donner des quantités de neige astronomiques et souvent c'est accompagné de vent et de visibilité nulle également. Et le troisième type de blizzard, vraiment le blizzard associé à des tempêtes de neige intenses, c'est plutôt la côte est américaine, l'est du Canada qui vont subir ces blizzards-là. This type of blizzard is caused by the collision of 2 different masses of air. The first, hot and humid, comes from southern seas. The second is a mass of cold air from the north. Upon contact with each other, a cyclonization will occur, creating strong gales as well as intense snow. These strong winds, alongside heavy snowfall, will give rise to powerful and blinding blizzards. C'est une tempête très intense qui va avoir des vents forts, qui va avoir de la neige soutenue. Et cette neige-là va tomber pratiquement à l'horizontale, donc va vraiment réduire la visibilité. When meteorologists identify this type of formation, publicizing this information is the best weapon to battle against the effects of a blizzard. Even in Canada, where the population is used to facing more than 30 snowstorms a year, the word blizzard still ignites fear, due to its potential for catastrophic consequences. Le blizzard, c'est tout simplement une tempête là, qui a dégénéré. Donc, il y a des tempêtes majeures, 25 cm et plus. Et à l'intérieur de ces tempêtes-là, il y en a des hyper fortes, hyper intenses, où on va se retrouver avec des accumulations de 30, 40 cm de neige, mais surtout, qui dit tempête en météo, dit vent. Et là, quand on a des vents, c'est 80, 90 km/h qui vont accompagner de telles accumulations de neige. Vous jumelez le tout et ça nous donne des conditions absolument désastreuses pendant plusieurs heures. C'est la définition d'un blizzard. Il vente à Montréal, pas de doute. Dans les dernières minutes, j'ai enregistré avec ma petite station météo des rafales à 58,4 km/h. Pour avoir un avertissement de blizzard au Canada, on parle de vent minimal de 40 km/h, mais souvent, on va avoir besoin de vent un peu plus fort que ces valeurs-là. Donc, tout dépend
également du type de neige qui est au sol, du type de neige qui est à soulever. Strong winds lift up fine and dry snow that swirls around, a phenomenon known as blowing snow in Quebec and snowplow in France. Vous pouvez effectivement avoir l'impression que la neige vous passe sous le nez à très grande vitesse. Eh bien, c'est effectivement normal, puisque la particule de neige, eh bien, elle va être soumise à la gravité, c'est-à-dire qu'elle va tomber dans ce sens-là, mais elle va être aussi soumise à l'influence du vent. Et le vent va se déplacer principalement dans cette direction. Donc, on a des épisodes avec des fortes vitesses de vent et donc des fortes vitesses horizontales des particules de neige. Just like rough seas driven by the wind, surges of snow in strong gusting crosswinds will lift and completely obstruct visibility. Un blizzard, c'est vraiment une incapacité à voir devant nous. J'ai déjà traversé un blizzard en voiture, qui n'était pas un blizzard sévère, mais qui avait des bandes relativement fortes qui réduisaient la visibilité à quelques mètres. Et c'est comme si on balançait une couverture blanche devant vous, puis vous ne pouvez plus voir. During this extreme phenomena, the loss of coordination can have dramatic consequences. Je me souviens, j'ai travaillé dans l'Arctique pendant 1 an et je me suis retrouvé à Hall Beach. Ça, c'est sur le bassin de Fox, là, sur le cercle arctique. Et là, je me suis retrouvé dehors, dans la poudrerie. Donc, la combinaison de tous les vents, les températures très basses et la poudrerie, j'ai perdu complètement mes repères. Et mon confrère de travail, celui qui m'accompagnait, s'était écarté un tout petit peu. J'étais complètement perdu, quasiment incapable de respirer à cause du froid et du vent. Là, heureusement, il est revenu vers moi. Lui, il était familier avec l'environnement, là, parce qu'on peut voir facilement des gens se perdre dans des blizzards. Historiquement, ça s'est déjà vu. Là, des explorateurs qui étaient à 2 mètres de leur campement et qui n'ont jamais retrouvé le campement et ils ont perdu la vie. Leaving people disoriented, sending bitter winds and unpredictable powdery snow, a blizzard is unlike any other storm. To better understand this phenomenon, scientists are specifically studying a type of snow which, even once set, can pose an additional threat if it is blown by the wind. Une fois qu'elle est tombée, la neige continue à se transformer et l'étude de la neige, de ces transformations, va nous permettre de mieux comprendre les différents phénomènes et les conséquences en termes de stabilité du manteau neigeux lorsque différentes couches de neige sont empilées au fil des chutes de neige de l'hiver et qu'elles ont évolué différemment. The study of snowflakes is one of the key ways to understand the workings of a blizzard. In the cloud, situated at 2 kilometers in altitude, water is present in 3 forms. Its gaseous form, water vapor, its liquid form, droplets of water, and its solid form, ice. On a very small scale, this ice comes in the shape of a small hexagon. Depending on temperature and humidity, these hexagons interlock like Lego pieces and increase in size to form ice crystals in the shape of slabs, or otherwise assemble vertically to form crystals in columns. These hexagons can also interlock by the edges and grow to form the well-known 6-pointed star shape. Once these different crystals form, they will fall. Upon contact with the ground caused by the wind, they undergo another transformation. Si on réfléchit aux particules qui étaient au niveau du sol, eh bien, elles vont être arrachées, elles vont retomber au niveau du sol, elles vont progresser par petits bonds avant d'être transportées dans l'atmosphère. Et là, il y a de nombreux chocs. Tossed about by the wind, these snow particles disintegrate and become minuscule. When they collide with others, they stick together. We call this cohesion the sintering process. Et ça va nous créer des surfaces qui finalement sont très dures. Une congère, une accumulation de neige, parfois vous pouvez marcher dessus sans vous enfoncer. Une corniche, on peut tenir dessus parfois. Donc on a un type de neige qui est un peu différent. In France, in order to understand all the mechanisms, researchers in Grenoble are studying the development of snow in laboratory settings. These are cold rooms, maintained at a temperature about -20 degrees. With the use of a macroscope, they can take photos at different stages of the snowflake's development, from the moment it leaves the sky until its gradual deterioration in the winds of a blizzard. En premier lieu,
On reconnaît encore le cristal de la forme dans laquelle il était dans le nuage, mais ça commence à s'émousser, ça commence à se dégrader. Et soit il va se transformer en donnant des grains qui acquièrent de la cohésion, c'est-à-dire qu'il y a de la matière entre ces deux cristaux. En fait, on crée du liant et ils vont avoir plus de mal à se détacher les uns des autres. But the crystals can also transform upon contact with liquid water. Et là, tout ce qu'on a vu, en fait, ce sont des grains qui n'ont jamais vu l'eau liquide. C'est-à-dire que tout s'est fait entre la glace, l'eau sous forme solide, et l'eau sous forme vapeur contenue dans l'air. At this stage in the snowflake's transformation, the snow crystals have not yet come into contact with water in liquid state. The snow, still light, can therefore still be lifted up by the wind. But encountering rainwater, sunbeams, or even the passing of warmer air can start to make it melt. When this occurs, the appearance of the snow crystals will change entirely. Once wet, the flakes will truly be able to stick to each other. Et ça va faire des gros grains ronds et qui ont d'énormes ponts de glace que vous voyez ici, qui leur donnent une excellente cohésion et qui ne pourra pas être arraché par le vent. The study of these different snowflakes helps us to figure out the mechanisms of a blizzard. Il y a de la neige qui ne sera jamais dans le blizzard, et heureusement d'ailleurs parce qu'on prendrait des glaçons dans la figure, mais toutes les neiges sèches en fait qui n'ont pas vu encore l'eau liquide, celles-là vont pouvoir faire de la neige à blizzard. Temperature therefore plays an important role in the formation of blizzards. Because the colder it is, the drier the snowflakes remain, and the longer they will take to deteriorate and amalgamate. Swept away by violent gusts of wind, this blizzard snow is a real danger. Vraiment, le type de neige propice à la formation d'un blizzard, c'est une neige qui est sèche, qui va être facilement soulevée par le vent. C'est tout le contraire de ce qu'on appelle ici une neige à bonhomme. Donc, une neige qui est faite pour former des bonhommes de neige. Donc, une neige à bonhomme, c'est une neige qui est gorgée d'eau, qui est très, très collante, qu'on peut faire des balles très facilement avec. Donc, c'est vraiment pas le même type de neige. Because it is dry, blizzard snow is lighter, less dense and less volatile. It can be lifted and then accumulate all in one go, even by the slightest breeze. Au final, il n'y a pas besoin d'un gros épisode pour que sur les routes, ça soit accidentogène. Il suffit d'une faible accumulation, il fait grand beau, vous êtes sur une route, vous voyez la route noire, puis vous avez un virage, et à la sortie de ce virage, en fait, eh bien, il y a une petite accumulation, et cette petite accumulation va être suffisante pour être très surprenante pour le conducteur et générer un accident. Inhabitants of the United States are often well accustomed to this phenomenon, especially in New York. But there are some extremely powerful blizzards that have stuck in their memories. For example, in January 1996, more than 1.2 meters of snow fell on the East Coast, along with winds that exceeded 100 kilometers an hour. In cities, life came to a standstill. Shops closed and aeroplanes were not allowed to take off. So just stay in line and we'll do what we can, but the airport is closed. More recently, in 2016, also in the United States, a blizzard nicknamed Snowzilla killed 55 people in 14 states. Gales of 137 kilometers an hour were recorded, and up to 1.7 meters of snow fell in North Carolina. It's crazy. It just went from 70 degrees and now it's snowing out here. When a monster blizzard like Snowzilla occurs, human casualties only add to the economic disaster triggered by such a phenomenon. Lorsqu'une ville très peuplée, comme par exemple New York a connu il y a quelques années, Boston ou même Montréal, on peut, oui, parler de catastrophes naturelles parce que souvent, pour quelques jours, les activités économiques de cette ville-là vont être fortement diminuées. Impassable roads, flights cancelled, schools closed, and ambulances brought to a halt. Every year, new victims are claimed by blizzards. In March 2017, 20 people died during Winter Storm Stella in North America. A blizzard caused by exceptional circumstances,
which residents of Quebec have described as the storm of the century. On a eu une période de neige intense, ça c'est quand même caractéristique. Vous avez la neige qui s'installe en journée, là il y a le cœur de la tempête qui s'amène. On est à 16 heures en fin d'après-midi et là jusqu'à 23 heures en fin de soirée, la neige va redoubler d'intensité et là on va connaître nos vents les plus forts, la visibilité tombe au plancher, les routes deviennent impraticables, on a des bouchons de circulation, il y a des gens qui vont passer la nuit complète immobilisés dans leur véhicule sur le réseau routier de la région de Montréal. Stuck inside the car, the temptation is to leave the engine running in order to stay warm. This, however, is a serious mistake. Durant le blizzard, parfois, il peut y avoir des intoxications au monoxyde de carbone dans les gens, dans leur voiture, qui sont pris, par exemple, dans un accident. La neige, le blizzard continue de tomber, vient boucher le tuyau d'échappement de la voiture, et là, il y a une intoxication au monoxyde de carbone. Donc, c'est un des types de décès qu'on voit relativement souvent lors de blizzards importants et lors qu'il y a des accidents en voiture. Extreme blizzards claim their victims in other ways. In cold weather, the physical body is pushed to its limits, which at times leads to heart attacks. According to researchers at the University of Montreal, these increase from 16% to 34% after episodes of heavy snow. Because of these tragic events, major North American cities have learned to live under the constant threat of blizzards. When they do occur, the population knows to keep travel to a minimum and to keep a close eye on the weather report. Once the catastrophe has passed, life can slowly resume once again. L'inconvénient avec les blizzards, c'est que c'est quelque chose qui arrive de façon très ponctuelle. Évidemment, aussitôt que le blizzard est terminé, au lieu de rester, que la ville soit paralysée, par exemple, en 1971, le 4 mars, quand on a eu la tempête du siècle dans le sud du Québec et à Montréal, avec 47 cm de neige, là, évidemment, la ville est restée paralysée pendant pas loin d'une semaine. Ça, c'est une chose. De nos jours, un blizzard, on s'en remet au bout d'une journée et demie. Là, sur l'essentiel, tout se remet à fonctionner quand même assez rapidement. As soon as the blizzard passes, it leaves behind a considerable build-up of snow. This requires the onerous job of clearing snow from the roads and infrastructure. The priority is to unblock transport routes in order to resume traffic. Well equipped, the Canadians have developed powerful snow removal machines and can better prepare themselves for the impacts of a blizzard thanks to the increasingly accurate forecasts from scientists. Les blizzards sont quelque chose d'assez bien prévu parce que souvent ce sont des phénomènes tout de même à grande échelle. Quand on parle de tempêtes d'hiver très fortes, donc de dépressions très creuses, c'est quelque chose qui est massif, c'est quelque chose qui est une étendue sur plusieurs centaines de kilomètres. Ce ne sont pas des choses à l'échelle, par exemple, d'un orage, qu'on parle de quelques kilomètres, on parle plutôt de centaines, voire de milliers de kilomètres. Donc oui, c'est des phénomènes qui sont relativement bien prévus. Knowing blizzards well and informing the general public in advance is a major factor in fighting against this force of nature. A phenomenon so dangerous that a simple forecast error is enough to wreak havoc across a whole country. Lors du fameux blizzard en 2017, là, le 14 mars, là, ça demeure quand même un petit peu une énigme parce qu'il y avait des prévisions, il y avait quand même des avis concernant l'importance de la tempête, mais le terme blizzard a peut-être été sous-utilisé dans la diffusion du message au préalable avant que ça arrive. Donc, ça explique peut-être qu'on a eu à subir davantage de pertes de vie lors du passage de cette tempête. Although blizzards predominantly strike in colder regions of the world, such as Canada, they can often occur in milder regions, like here in Turkey in 2017 in Istanbul, or 2018 in Tehran, Iran. Even France is not spared from these extreme weather conditions. Here, like in Canada, storms are also due to the collision of a mass of cold air with a mass of hot air. But thanks to the pleasant climate in France, blizzards do not strike more than 2 or 3 times a year. And they strike in colder regions where the winds can be stronger, in open plains, and especially in the mountains. Alors le blizzard en France n'est pas forcément extrêmement courant, hein. Ça existe quand même dans les situations tempétueuses en haute montagne, dans les Alpes par exemple. Et finalement c'est une situation qui en France est plutôt fréquente sur les sommets des Ballons d'Alsace, les grands plateaux du Massif central,
où là, il y a de grandes zones d'altitude où la neige peut être froide et très ventée pendant des durées importantes. In France, what qualifies as a blizzard is equal to that of a superstorm in which the wind exceeds 90 kilometers an hour, with gusts of up to 110 kilometers an hour. A phenomenon that can be seen in open plains, but which is all the more dangerous if it occurs in the mountains, because of what scientists call the relief effect. Le déplacement de l'air va être modifié par le relief, canalisé par le relief, c'est-à-dire que l'air qui se déplace va devoir monter le long du flanc de la montagne. Donc, en fonction de la topographie, on va avoir des zones où on va avoir des accélérations du vent et des zones où on va avoir au contraire des décélérations, là, des endroits où le vent va être plus calme. Les zones d'accélération, c'est principalement les cols ou les zones de crête. In hydrodynamics, air retains its mass while moving. So when the wind meets a narrowing or an obstacle, like in the mountains, the wind must accelerate or change the direction of its flow in order to retain its mass. In France, mountain blizzards are even more violent due to the relief, which intensifies the wind speed. But a second factor which worsens the conditions of this storm for people and infrastructure at an altitude is the transportation of snow by the wind. Dans un premier cas, où en fait la neige va être simplement reprise au niveau du sol, eh bien ça peut simplement se traduire par une couche de neige. This layer of snow carried by the wind will become denser and block out the ground visibility. Et puis, plus la vitesse du vent va augmenter, plus ces particules vont être arrachées. Donc cette couche, finalement, elle va être de plus en plus importante. On va avoir des hauteurs de transport assez conséquentes. Ça peut même monter jusque dans l'atmosphère. On parle de montagnes qui fument. This snow that is lifted up by the wind will add to the falling snow in the blizzard, causing extensive damage. On a eh bien, une tempête de neige avec beaucoup de neige qui va tomber au niveau du sol et du vent en même temps. Et là, on tombe sur des gros épisodes avec beaucoup d'influence sur les infrastructures, sur le déplacement des gens. When a blizzard hits the open plains, the snow that accumulates through the gusts of wind can cause accidents. The road becomes slippery and vehicles rapidly lose control. But when the blizzard hits the mountains, that's when it can cause serious damage. Vient s'ajouter autre chose qui concerne d'une part les stations de ski, qui va être la gestion de la neige sur le domaine skiable, puisqu'au niveau d'une crête, eh bien, on peut avoir de la neige qui est arrachée. Et donc, vous avez de la neige partout sur le domaine, sauf au niveau de la crête. Donc, il va falloir gérer cette problématique. Another issue at stake is that when the snow is transported by the wind during a blizzard, this also increases the risk of an avalanche. Il va y avoir la formation de corniches, donc le relief est toujours la clé explicative. Vous avez du vent, il va être accéléré, la crête va être dégarnie, il va y avoir formation d'une corniche, formation de ce qu'on appelle une plaque à vent avec une structure particulière. Si cette plaque à vent qui est assez cohésive, elle se retrouve au-dessus d'une couche fragile, eh bien, il va y avoir des risques supplémentaires. In France, 2/3 of mountain accidents caused by avalanches are linked to snow being transported by the wind. To avoid the worst-case scenario, meteorologists monitor storms in mountainous regions that are likely to turn into a blizzard. But the consequences of this force of nature remain unforeseeable. For example, in January 2018, Storm Eleanor took 7 victims in France. Le blizzard qu'on va dire peut-être le plus fréquent en montagne est celui qui finalement est lié aux grandes tempêtes atlantiques. Typiquement, la tempête Eleanor, qui était le 3 janvier 2018, a donné des conditions au-dessus de 2000-2500 mètres environ, qui étaient des conditions totalement comparables à des grands blizzards de l'Amérique du Nord. With more than 50 departments giving orange weather warnings, Eleanor is the deadliest storm in France since Cynthia in 2010. Eh bien, cette tempête a entraîné des vents supérieurs à 150 km/h
pratiquement partout au-dessus de 2500 mètres. Et donc, elle a entraîné la fermeture par précaution de pratiquement l'ensemble des stations de sport d'hiver pendant environ 2 jours. As well as violent winds and the danger of avalanches, mountain blizzards leave behind a bitter cold that freezes everything in its path, which particularly affects humans. Souvent, quand il arrive des blizzards, on connaît des températures relativement froides. Donc, on peut parler de moins 20 degrés Celsius, de moins 30 degrés Celsius même. Alors, il y a l'effet de refroidissement éolien. Donc, la peau qui est non protégée peut subir des engelures assez rapidement. On parle de quelques minutes, voire une dizaine de minutes. The wind, the snow and the cold, these are the 3 factors that make blizzards a ruthless killer. Caught in this white hell, people can feel like they are frozen due to the extreme nature of the temperature. La différence entre la température observée, mesurée et la température ressentie, elle va être principalement due à l'effet du vent. Un exemple, si on a une température de moins 10 degrés et un vent modéré de 30 km à l'heure, on va avoir une température ressentie qui pourrait être de moins 20 degrés. The differences in temperature determines the strength of a blizzard, but they can also cause a different phenomenon just as dangerous, an ice storm. In the event of an ice storm, it's not snow that buries the town, like in a blizzard, but ice. Amongst the most deadly ice storms, the one of January 1998 in Quebec remains engraved in people's memory under the name the Great Ice Storm of '98. Although only 1 to 2 centimetres of freezing rain was expected, 10 centimetres fell in just 5 days. Compact layers of ice accumulated and paralysed cities. Due to the weight of the ice, almost 1,000 steel pylons and 3,000 kilometres of power lines were destroyed. Half of Quebec was plunged into total darkness as 1.4 million inhabitants were left without electricity for lighting or heating for more than a month. 600,000 people were made homeless and 30 people died. How did this happen and what caused this ice storm? The formation of ice begins with a layer of above freezing air above a layer of sub-freezing temperatures closer to the surface. Frozen precipitation melts the rain while falling into the warm air layer and then begins to refreeze in the cold layer below. If the precipitate refreezes while still in the air, it will land on the ground as sleet. Alternatively, the liquid droplets can continue to fall without freezing, passing through the cold air just above the surface. This thin layer of air then cools the rain to a temperature below freezing. However, the drops themselves do not freeze, a phenomenon called supercooling. When the supercooled drops strike ground or anything else below 0 degrees centigrade, a layer of ice accumulates as the cold water drips off, forming a slowly thickening film of ice, hence freezing rain. During a blizzard, the crystals inside the cloud that fall as snow when crossing a very cold atmosphere must meet a warm mass of air coming from the south. The snow then crosses this layer of above freezing air and it melts. In an ice storm, the formation of ice begins with a layer of air that is above freezing, which sits on top of a layer of air that is below freezing. The snow melts as it enters the warm air layer, but then immediately begins to refreeze in the cold layer, turning into sleet or ice. Extremely exposed to this type of weather, the Montreal region suffers from between 12 and 17 ice storms a year. But the majority only last several hours, and the accumulations of ice barely exceed a few millimetres. However, in 1998, between 5 and 10 centimetres of ice built up, causing $1.5 billion worth of damage. To this day, the ice storm of '98 remains an unusual occurrence, making Canadian history. But because they are a lot more frequent than ice storms, blizzards cause more damage. Every year they kill people across the world by combining low temperatures, violent winds and sudden accumulations of snow. A force of nature that mankind has been dealing with for centuries, like here in Chicago in 1933 or in Canada in 1947, when a terrible blizzard paralyzed the whole of northwestern Quebec for 10 days. People had to jump out their windows or even dig tunnels to get out of the house. The snow, which piled up past the top of the telephone lines, prevented trains from running normally and blocked infrastructures. Even today, when a blizzard occurs, the weather forecasters struggle to anticipate certain snowfall.
Une des difficultés, c'est justement la neige qui tombe. Quand elle tombe, ça se mesure assez bien. Mais quand le vent s'amuse avec la neige en question, là, vous courez après vos flocons. Alors là, vous allez avoir, par exemple, un endroit où il va y avoir 1 centimètre au sol et vous allez avoir un autre endroit où vous allez vous retrouver avec 1 mètre de neige au sol. Souvent, ça va qualifier aussi l'intensité d'un blizzard, l'épaisseur, la hauteur des congères, des bancs de neige là, qui vont avoir été créés par la force des vents. The measurement of the amount of blowing snow is a key factor in our understanding of blizzards. Today, scientists use devices with cutting-edge technology to observe the amount of snow moved by the wind. In the mountains, the figures can be rather impressive. Si on parle en ordre de grandeur, c'est-à-dire une estimation grossière, eh bien, dans les Alpes, si vous prenez 1 mètre de crête, hein, ici voici ma crête, mon vent arrive comme ceci, quelle est la quantité qui va être transportée? Eh bien, pour une année, vous allez à peu près avoir 100 tonnes qui vont passer sur cette crête. Donc 100 tonnes de neige, juste dues à l'effet du vent, vont passer au niveau de cette crête. Si on passe à un autre continent, l'Antarctique, eh bien là, on va changer d'ordre de grandeur. On est sur 1000 tonnes qui vont passer par cette... Alors là, il ne s'agit pas d'une crête, mais par cet endroit qui fait 1 mètre. In order to measure the blizzard and the amount of transported snow, France Weather and Austere, the National Institute of Scientific and Technological Research for the Environment and Agriculture, share an experimental site at the top of Alpe d'Huez ski resort at an altitude of 2,720 meters. With its unique topography, the mountain pass of Lac Blanc is a real natural wind tunnel. The equipment set up shows that the site sees episodes of snow being blown by the wind for 10% of the time. Thanks to the numerous sensors connected to various automatic stations, scientists can study the effects of wind on the movement of snow. Donc on a installé ici un profil de mesure verticale de vent, donc, pour tenir compte du ralentissement du frottement du vent sur le sol, donc à différentes altitudes. Ce profil est réglementaire, donc il suit l'épaisseur du manteau neigeux. Et pour plus de précision, on a installé aussi un anémomètre sonique 3 dimensions qui, lui, mesure plus précisément et plus rapidement les variations du vent. Another precious detail in measuring the strength of a blizzard is the size of the snow particles transported. This must also be calculated. Donc ici, on dispose de capteurs dédiés au transport de neige par le vent, donc qui s'orientent en fonction de la direction du vent. Et ici, on a un capteur avec 2 branches, un faisceau optique entre les 2 petits bras, et les particules viennent croiser ce faisceau optique, et on vient mesurer la taille des particules qui croisent ce faisceau. The results of the sensors are compiled by computer before being sent off to researchers. Donc on peut voir ici les mesures faites par le capteur de vitesse et direction du vent. Et on voit typiquement qu'en dessous d'un certain seuil de vent, en fait, les particules ne sont pas mobilisées. Et à partir d'un certain seuil de vent, les particules se mettent en mouvement. En fait, les grains au sol sont tenus par des petits ponts de glace. Et tant que la force du vent n'est pas suffisante pour arracher ces petits grains de glace, il n'y a pas de mécanisme de transport. À partir du moment où on a dépassé ce seuil, les premières particules s'arrachent et vont en impacter d'autres et ainsi de suite, et on va avoir le déclenchement du mécanisme de transport. Depending on the quality of the snow, the wind speed must be fairly strong to transport it. Lorsque le vent est suffisamment violent, alors pour de la neige fraîche aux alentours de 4 à 6 mètres par seconde, et puis, en fonction des transformations, eh bien, il faudra une vitesse de vent de plus en plus importante. Donc, on peut avoir des neiges vraiment transformées. Et là, il faudra des vents de quelques 20 mètres par seconde, donc, ce qui est conséquent pour pouvoir les arracher du manteau neigeux. 20 meters per second, namely more than 70 kilometers an hour. It's more than what is needed to lift light snow, given that even a mere wind of 10 kilometers an hour manages to transport it. But the harder snow is only lifted with winds reaching 100 kilometers an hour. There are 2 types of this transport mechanism in which snow is blown by wind. Crawling, where the grains of snow crawl across the floor, and saltation, where the grains are torn away from a layer of snow of at least 10 centimeters, and they advance through leaps and bounds. In this case, their propagation is turbulent, and the grains of snow can be carried up to 100 meters high, like in a sandstorm.
Running on empty, the snow accumulates everywhere, and not always where desired. En France, un des problèmes essentiels liés au transport de neige par le vent, c'est l'accumulation. L'accumulation de neige dans un endroit où on voudrait qu'il n'y ait pas de neige. Ça peut être un bâtiment, ça peut être une route, ça peut être un couloir d'avalanche. All over the world, accumulations of snow are a real burden for infrastructure. They prevent cars from circulating, disrupt traffic, and people have to use a shovel to dig themselves out of the snow. To avoid these surprise accumulations blocking the motorways, scientists must therefore anticipate this phenomenon from its very beginning. Il existe tout un jeu de dispositifs qu'on peut mettre en place. Bon, le premier dispositif consiste à avoir des formes très aérodynamiques. On peut surélever par exemple les routes, donc on va avoir une accélération locale. On va éviter les zones qui sont en déblai. En fait, il est préférable d'avoir des zones qui sont au contraire en remblai parce qu'on a cette fameuse accélération. When the roads cannot be raised, obstacles are created in order to block the snow in its tracks. C'est-à-dire que si la route est ici, le vent arrive dans ce sens-là, on va créer artificiellement des obstacles pour que la neige se dépose avant la route. Et donc si elle se dépose là, elle n'ira plus là. Since it is impossible to prevent a blizzard, we must construct equipment that is able to withstand it. This is essentially what scientists are doing in the Alps at the Goûter Refuge, located at 3,835 meters of altitude. The structure of this cutting-edge hut has been tested as a model in an artificial wind tunnel. This device is capable of recreating violent blizzard conditions, including the wind and accumulation of snow. Les enjeux, ils étaient de deux sortes. D'une part, permettre un accès au refuge, c'est-à-dire que les entrées devaient être au maximum dégagées. Et puis, un autre aspect, au contraire, là, il fallait essayer de générer une accumulation sur le fondoir, puisque on peut faire fondre la neige pour l'alimentation en eau du refuge. Et donc, au contraire, il fallait que le fondoir soit situé dans une zone d'accumulation de la neige. A success. Thanks to the tests conducted by the scientists, the Goûter Refuge with its aerodynamic form is capable of resisting extremely violent blizzards, with winds here capable of reaching 300 kilometers an hour. Its snow melter, where the snow accumulates, enables the possibility of collecting and storing 18,000 liters of water. Through studies and calculations, mankind has finally managed to tame the infamous blizzard, a huge feat. On essaye d'utiliser au mieux les forces de la nature de la façon qui nous arrange le mieux, en quelque sorte. Et effectivement, il s'agit un peu de jongler avec les éléments, mais le jeu est limité parce que, en fait, bien souvent, la nature nous impose des contraintes contre lesquelles il est quand même difficile de lutter, qu'il est difficile de contrecarrer. A superstorm arriving from the cold, harsh winds combined with near freezing temperatures, fine and light snow that pelts down and accumulates. The blizzard is one of the most impressive forces of nature on Earth. Like a hurricane, a blizzard is formed when a warm mass of air collides with a cold mass of air. This weather phenomenon that generates strong winds and heavy precipitation will cause even more damage when it occurs in winter, in regions closer to the poles. When combined with cold weather, this superstorm produces a huge formation of snowflakes that fall, get dragged away by the wind, and form piles of snow. With a reduced visibility that makes you lose your bearings, but also triggers the risk of chilblains, suffocating, a heart attack, and, above all, road accidents, being caught in a blizzard should be avoided at all cost. However, every year across the globe, people die at the mercy of these superstorms. To predict these phenomena, scientists continue to closely study these three ingredients: wind, snow, and cold temperatures. Another key in tracking blizzards is the broadcasting of information. In high-risk countries, alerting the nation is a very serious matter.
Finally, thanks to fine-tuned devices that are capable of clearing huge quantities of snow, we can now recover more quickly from this deadly weather phenomenon. But for how much longer? In an age where the planet is undergoing climate change, you might think that blizzards would become less common and less violent. On the contrary. La science des changements climatiques nous enseigne que avec le réchauffement global, on risque d'avoir des hivers un petit peu plus courts, moins de chutes de neige en termes de quantité totale pour un hiver. Par contre, ce qu'on semble vouloir connaître également, c'est des tempêtes plus intenses. By generating larger storms, global warming could therefore potentially provoke even larger blizzards. In other words, types of winter hurricanes. Si votre température de l'eau de l'Atlantique est plus élevée que ce qu'on a connu historiquement, ça, c'est un capital en humidité, c'est un capital en énergie aussi. Alors ça abreuve les tempêtes. C'est bon pour les ouragans, c'est bon aussi pour les tempêtes qui peuvent se développer en temps hivernal. Are we going to have to confront increasingly violent blizzards? The recent storms Stella, Eleanor or Snowzilla, which have struck Europe and America, seem to say so. But thanks to science, we are beginning to better understand this terrible force of nature in order to better protect ourselves.